Chers amis et chers ennemis, comme il est convenu de le dire maintenant, bienvenue dans Quelle semaine du mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette semaine qui vient de s'écouler? D'abord et avant tout, bien évidemment, l'insécurité, la violence partout en France qui sévit et qui gangrène toutes les cités, que ce soit à Nîmes, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, n'importe où en France. Marseille, depuis un bon bout de triste temps, subit la loi des dealers, la loi des trafiquants, avec ses règlements de compte, son ensanglantement de la ville et maintenant sa terreur. Des CRS que je connais, qui logent dans mon ancienne demeure, demeure de la famille, qui est maintenant occupée par une compagnie de CRS, m'ont dit que leur impression en arrivant à Marseille avait été effroyable. Un sentiment de peur, d'inquiétude règne partout, c'est vrai. Mais c'est exact aussi à Nîmes. Et la prise de conscience, entre guillemets, serait, paraît-il, venue chez Darmanin de ce qui est arrivé à Nîmes, à la fameuse cité Pissevin, où un pauvre garçon de 10 ans, Fayed, a été tué d'une balle de Kalachnikov qui l'aurait atteint dans le dos. Son oncle aussi avait été blessé. Quelques jours se sont écoulés. On a presque tristement l'envie de dire comme le sang. Et aujourd'hui, qui y pense? Qui en parle encore? À tel point que dans ce monde où nous vivons, tout va si vite que plus rien, réellement, ne s'inscrit dans la durée de la douleur. Tout passe si vite. Les larmes sèchent si vite sur les visages qui ne sont pas les visages des proches, des parents. C'est partout la même chose en France, partout. On a appris récemment à Nantes, dans le quartier des d'Hervalières, qu'une infirmière avait été agressée et qu'on lui avait même dit de ne pas y retourner parce que, je cite, « Ils vont vous tuer, ils sont capables de tout ». Une infirmière, c'est-à-dire une femme qui apporte le soin, frappée, menacée, obligée de partir. Dans le quartier de l'Allemand à Melun, c'est en Seine-et-Marne, il y a un immeuble de logements sociaux qui est complètement sous la main, sous le contrôle des dealers, mais à un point qu'on n'imagine pas. Les gens ne peuvent entrer qu'à la condition d'y être autorisés. Il y a des portes qui ferment les étages pour que le trafic puisse s'écouler convenablement. Il n'y a plus de lumière dans les couloirs et l'ascenseur ne fonctionne plus. Les locataires ne peuvent entrer que s'il y a permission. Voilà où on en est. Bon, c'est terrible, même si la police passe tous les jours. Les policiers font ce qu'ils peuvent, ils essayent, mais il y a une telle emprise du milieu des trafiquants de drogue sur ces espaces commodes, accessibles, contrôlables, fermés de trafic de drogue, que la police ne fait que de l'apparence. Et puis de toute manière, disons les choses franchement, il y a désormais une illégalité triomphante qui s'est organisée, qui s'est ramifiée et qui vit dans l'impunité. Pourquoi? Parce que la prison est en quelque sorte devenue matériellement inefficace, moralement contre-productive. Ils sont contents d'aller en prison. C'est comme s'ils avaient un élément de plus sur leur CV. C'est l'échec absolu de la répression. C'est l'échec absolu de la sanction. Et on n'a plus aucune prise. À tel point, écoutez bien, que le trafic de drogue a fait de l'Europe une plaque tournante de la drogue. Le trafic de drogue se professionnalise avec de véritables services des ressources humaines aujourd'hui.
C'est absolument incroyable. L'Europe est devenue le terroir où le trafic de drogue se diffuse partout, partout dans le monde. Il y a des questions à se poser, mais on peut toujours se poser des questions, on n'aura pas de réponse. Alors Darmanin est venu à Nîmes, une compagnie de CRS a été envoyée en renfort. Qu'est-ce que ça change entre nous? Le trafic continue. À Marseille, les élèves de l'école de la Caillole, quartier qu'on dit d'ordinaire tranquille, qui a été perturbé par la violence des trafics de drogue. Dans ce quartier aujourd'hui, les élèves ne peuvent effectuer leur rentrée scolaire que sous la surveillance de la police. On en est là. Voilà, c'est la France d'aujourd'hui. Que faire, que dire? Espérer qu'il y aura un jour ou l'autre un sursaut de légalité, un sursaut de fermeté, un sursaut d'autorité. Les gens demandent plus de contrôle et des frontières pour empêcher les trafics d'armes, pour empêcher les trafics de drogue. Tiens, en fraude, quand on veut lutter contre le trafic de drogue, on parle des frontières. Mes amis, mes ennemis aussi, on n'en a plus de frontières, voilà. On n'en a plus. Et tout peut arriver. Et pendant qu'on parle de la lutte contre la drogue, on en parle un moment, rapidement, rassurez-vous, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Un autre sujet est venu jeter le voile médiatique sur le trafic de drogue, l'abaya, ce fameux vêtement que M. Attal, notre ministre de l'Éducation nationale, a décidé d'interdire enfin dans les lycées et collèges. Il était temps, vous me direz. Ce qui est extraordinaire quand même, c'est que cette mesure, aujourd'hui approuvée par le Conseil d'État, donc légalisée, judiciairement authentifiée, a provoqué des réactions contraires. Oui, il y a eu des gens en France pour trouver que l'interdiction de l'abaya, ce n'était pas convenable. Oh, rassurez-vous, il n'y a eu que 67 personnes, paraît-il, qui ont été refoulées des lycées. Non, mais quand même, à Stennes, par exemple, pour citer un exemple, le lycée Utrio a cru bon de se mettre par l'intermédiaire de ses enseignants et avec le soutien de quelques membres de la CGT en grève pour dénoncer, bien sûr, le manque d'effectifs, mais aussi pour dénoncer, bien évidemment, l'islamophobie, les atteintes à la liberté et le fait que l'abaya ne serait qu'un vêtement comme les autres, qu'il y aurait donc une répression contre le vêtement. Mais je vous pose une question de bon sens. Si ce vêtement n'est pas religieux, étant donné qu'il pose problème, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a un nombre considérable de Français, 80% de Français qui sont pour son interdiction, selon un sondage IFOP pour Charlie Hebdo. Si ce vêtement pose problème et qu'il n'est pas religieux, qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'on l'interdise? Alors soyez francs, si vous vous indignez parce qu'on l'interdit, c'est parce qu'il est le véhicule vestimentaire visible d'un message politico-religieuse. Et on sait très bien que l'abaya, c'est le vêtement des salafistes. Du reste, toutes les études qu'on a pu faire démontrent à l'évidence que c'est un élément de la propagande salafiste. Du reste, on s'est rendu compte que c'était l'organisation des frères musulmans qui était derrière. Voilà, alors quand même l'Union des organisations islamiques de France, émanation des frères musulmans, à l'époque où il y avait la discussion sur le voile, avait pris parti pour le voile afin de tester, on s'en souvient, les réactions de la République. Et ça a continué avec le burkini et ça continue avec l'abaya. Ça veut dire quoi en réalité? Je vous le disais tout à l'heure, plus rien n'imprime. Tout passe vite. Franchement, on ne retient pratiquement plus rien, tellement les événements font des cabrioles, se bousculent. Ce qui demeure, comme dans la pub, c'est ce qui est visible, c'est ce qui occupe le champ visuel.
et provoque un enchaînement de discussions. Il y a le support visuel et il y a la discussion. Le burkini, le voile, l'abaya, ce sont des images qui produisent de la discussion, qui produisent du pseudo-débat et qui renforcent constamment la présence d'un extrémisme communautaire et religieux. C'est sociologiquement indiscutable. Alors quand on vient nous dire que l'abaya comme tel n'est pas un signe musulman, on se moque vraiment du monde, surtout lorsqu'on voit le rôle que joue la Turquie dans les coulisses. Tiens, la Turquie qui voudrait entrer en Europe, si on en parlait un peu, l'Organisation internationale de soutien aux prophètes de l'islam défend le port de l'abaya, et c'est quand même une structure proche des frères musulmans. La Turquie joue un rôle prépondérant dans l'offensive vestimentaire et aussi dans la tentative de négocier avec beaucoup d'argent la question des migrants. Donc arrêtons d'être dupes, arrêtons de nous raconter des histoires. Nous savons parfaitement qu'il y a derrière tout cela une grande manipulation qui vise à déstabiliser notre pays et à emporter l'Union européenne qui le veut bien dans des combinaisons où le fric a malheureusement son mot à dire. À la semaine prochaine.